Monseigneur, Excellences, Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord, en commençant, vous remercier et remercier tous les membres de Philanthropos, ceux qui organisent la vie de l'Institut et ceux qui y étudient, parce que s'il y a bien un moment dans mon année académique qui me comble de joie, c'est bien le passage par l'Institut Philanthropos, ce lieu où non seulement on peut être professeur, mais aussi où on peut être soutenu par des gens qui prient pour vous et qui vous soutiennent par ce biais que l'on ne trouve que ici, dans ma vie d'enseignant. Donc pour tout cela, je voudrais vous dire merci. On m'a chargé d'une bien difficile mission, et après la trop flatteuse présentation qui a été faite, je ne peux que vous décevoir, parce que le sujet est de fait un sujet extrêmement délicat, et je voudrais l'aborder en prenant d'abord un temps d'émerveillement, car il nous faut retourner en philosophe et bien réaliste, il nous faut retourner vers une sorte de contemplation de la nature. Il nous faut prendre le temps de mesurer la beauté de la réalité biologique à laquelle les biologistes, Darwin en particulier, ont été confrontés. Et je m'arrête 2 secondes sur cette fresque bien incomplète en vous décrivant quelques exemples de cette beauté de la nature, beauté actuelle, beauté ancienne et beauté ancienne toujours actuelle. Par exemple, ici, le sélacanthe qui avait été découvert dans les années 30, à la fin des années 30, dans le canal de Mozambique, et qui, d'une certaine manière, n'a pas bougé depuis des périodes extrêmement éloignées dans le passé. Le Nautile, qui a survécu à la catastrophe il y a 65 millions d'années quand l'astéroïde tomba dans le golfe du Yucatan au Mexique et permis, avec la disparition des dinosaures, l'émergence des mammifères, le Nautile qui, depuis 65 millions d'années, nous rappelle qu'à cette époque-là vivaient des ammonites dont cet animal a pris quelques caractéristiques. Donc, animaux extraordinaires, plantes extraordinaires, comme le ginkgo biloba, qui a inspiré Goethe, par exemple, et qui est une plante qui possède des traits très anciens, qui existaient, disons, dans les périodes très reculées de l'histoire de la biologie, et qui n'a pas changé depuis très très longtemps. Mais beauté aussi toujours actuelle, comme ce poisson clown qui, avec son camouflage, se glisse à travers les anémones de mer. Ces poissons-pierres que l'on distingue à peine du fond marin, parfaitement adaptés à leur milieu, les poissons lunes, les poissons zèbres et celui que je préfère, l'ornithorynque, un animal extraordinaire au bec de canard, à la queue de castor, aux poils de mammifère, qui pond des œufs, qui allait ses petits, un animal extraordinaire qui montre que la vie est extraordinairement belle, mais ne procède peut-être pas des techniques d'un ingénieur qui aurait essayé d'optimiser, mais plutôt d'un génial bricolage, d'un artisan qui fait des choses magnifiques avec des plans quelque peu inattendus. Merveille de la création et, faut-il bien le dire, retrancher une perfection à la création serait retrancher une perfection au créateur. Et donc, il nous faut prendre toute la mesure de cette beauté. Beauté aussi mathématique des formes dans la nature. Regardez par exemple cet exemple de champignon qui trace des formes polygonales et qui évoque les polyèdres platoniciens, ou plus exactement, puisque vous voyez ici des pentagones et ici des hexagones, qui évoquent déjà dans la nature les prémices du ballon de football. Eh bien, la nature fait et a fait des ballons de football depuis très longtemps, et un exemple extraordinaire qui aurait certainement ravi
D'Arcy Thompson, un spécialiste de la philosophie aristotélicienne, mais aussi un grand zoologiste écossais, qui a écrit au début du XXe siècle On Growth and Form, où il a fait un répertoire et un essai d'explication mathématique des formes de la nature. Et je vous donne un exemple tout à fait récent, puisque c'est un exemple qui a été élucidé il y a seulement 2 à 3 ans. On s'était toujours demandé comment la tortue indienne, la Star Indian Tortoise, comment cette tortue extraordinaire et très belle faisait pour se retourner aussi facilement. Donc en 2-3 coups de patte, cette tortue qui risquerait d'être en vraiment mauvaise posture et qui risquerait pour sa vie si elle ne se retournait pas, comment se fait-il qu'elle se retourne aussi facilement? Eh bien, ce sont des mathématiciens hongrois qui ont réussi à démontrer que les aspérités qui se trouvent sur la coquille de la tortue, en fait, approximent un solide très particulier qu'on appelle en hongrois le gömbös, une quasi-sphère, et qui a cette particularité d'avoir un point d'équilibre stable et d'un point d'équilibre instable seulement. Un mathématicien russe, Arnold, avait conjecturé l'existence d'un tel solide, et l'avantage d'un tel solide, c'est dès que vous quittez la position d'équilibre instable, tout de suite vous revenez à l'état d'équilibre stable, et ça offre une particularité extraordinaire, c'est que vous pouvez vous retourner d'un coup de patte. Et ce qui vous montre la justesse de ce que le Saint-Père appelait de inbuilt mathematics, la mathématique incarnée, constitutive de la nature, cette régularité mathématique qui explique aussi, par exemple, que le domaine de la génétique, comme nous le verrons, ne peut pas expliquer tout le vivant, puisque, en plus de cette génétique et de cette biochimie, il y a des contraintes qui sont des contraintes liées à des formes et contraintes que la génétique seule ne peut pas expliquer. Beauté des formes, diversité extraordinaire et profusion de la nature, et d'une certaine manière, il nous faut, dans un premier temps, nous émerveiller, peut-être louer pour cette merveille. Eh bien, Darwin qui, vous le savez peut-être, avait eu sa première formation comme théologien, puisqu'il se destinait d'abord à être un pasteur de l'Église anglicane, et avait étudié en profondeur la théologie naturelle de William Paley, un livre qui va d'ailleurs le suivre pendant toute sa vie, et Darwin dit à la fin de sa vie que c'est un livre qui l'a marqué énormément. Le livre de théologie naturelle, par rapport auquel il va se situer, va le marquer. Donc Darwin, qui commence sa formation comme théologien et qui a la chance à un certain moment de pouvoir partir sur le Beagle, ce bateau, pour faire un tour du monde et pour observer la nature avec des géologues, avec des géographes, Darwin se retrouve à un certain moment dans les îles Galapagos et est confronté avec la diversité des espèces, et progressivement, mais c'est un processus qui durera très longtemps, progressivement il se forge l'idée de la théorie de l'évolution avec la sélection naturelle. Vous voyez, j'avais 2 préoccupations, dit Darwin. Premièrement, montrer que les espèces n'avaient pas été créées indépendamment, et deuxièmement, que la sélection naturelle avait été le principal agent du changement. Que fait Darwin? Et il est important de le dire. Darwin observe méthodiquement la diversité des espèces et cherche à en expliquer la raison d'un point de vue, on pourrait dire, strictement scientifique. On verra tout à l'heure qu'on a essayé de récupérer Darwin, d'en faire une sorte de philosophe propagandiste de l'athéisme ou de l'agnosticisme, mais toujours Darwin refusera une exploitation philosophique de ses œuvres. Souvent il dira « je me contente de faire de la science naturelle ». Et ce qu'il remarque, c'est qu'en supposant que dans une même espèce, il y a toujours quelques variantes, il y a du changement, il ne sait pas très bien pourquoi, mais il remarque que dans toute espèce animale ou végétale, il y a des variations, il y a des individus qui ne sont pas tout à fait comme les autres. Eh bien, en supposant qu'il y a de la variation et qu'il y a hérédité de ces variations dans l'histoire des populations animales ou végétales, en faisant intervenir un milieu, Darwin risque l'idée que la diversité des espèces est liée à la sélection progressive de variants
qui possèdent des capacités d'adaptation ou de résistance particulière dans un milieu donné. C'est l'idée de la sélection naturelle, moteur de l'évolution. Et il faut savoir aujourd'hui que la plupart des scientifiques vérifient cela, nous y reviendrons, dès qu'il y a variation dans une population, dès qu'il y a variation héréditaire et environnement, il y a évolution. Et cette idée, qui est d'ailleurs une idée qui avait été trouvée indépendamment par Wallace, et on pourrait dire que la théorie de la sélection naturelle est due à la fois à Wallace et aussi à Darwin, aux deux, d'ailleurs les deux interagiront, cette théorie est maintenant quelque chose qui s'impose à nous, non pas comme une philosophie, mais comme un principe explicatif scientifique de la diversité des espèces. Et c'est comme cela que Darwin parvient à expliquer l'existence de différentes espèces de pinsons sur les différentes îles des Galapagos. Il remarque qu'il existe des variétés d'espèces de pinsons caractérisées par la forme de leur bec. Et ces formes de bec sont bien adaptées au type de nourriture que les pinsons rencontrent sur les îlots. Donc, d'une certaine manière, un type de nourriture, un environnement donné a favorisé le développement de populations qui avaient des variantes adaptées à ce genre de nourriture. Par exemple, vous avez ici des types de becs qui sont comme des pinces plates, mais vous avez aussi des becs qui ont ce genre de configuration et qui sont propices à croquer tel et tel type de nourriture. Eh bien, l'idée de Darwin n'est pas du tout une sorte d'idéologie philosophique, c'est simplement un essai de compréhension de l'émergence de la diversité du vivant, de la multiplicité des espèces, multiplicité progressive pour lui, à partir simplement de l'existence de variants, de la reproduction et de la sélection de caractères qui s'adaptent bien à un environnement. Alors aujourd'hui, ce modèle darwinien est la meilleure explication de l'émergence des espèces animales et végétales, des espèces disparues, et vous avez ici ce que Stephen Jay Gould a décrit dans les schistes de Burgess. Donc il y a 600 millions d'années, une explosion, on pourrait dire un Big Bang biologique s'est produit, et ce Big Bang biologique est l'émergence brusque d'une multitude de plans, d'organismes que nous ne retrouvons plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous trouvons par exemple beaucoup de symétries d'individus qui ont une symétrie bilatérale. Nous trouvons quelques exemples d'animaux qui ont une symétrie pentagonale comme l'étoile de mer, mais il y a 600 millions d'années sont apparus des plans extraordinaires, une multiplicité de plans, une richesse de plans qui par la suite ont disparu, des animaux extrêmement bizarres comme Hallucigenia, qui est une espèce de tube avec toutes sortes de picots et une grande tubulure, un plan qu'on ne rencontre plus aujourd'hui et que les géologues découvrent dans ces fameux schistes du Burgess. Donc l'explication de cette émergence de différentes espèces animales et végétales cadre très très bien avec l'idée de Darwin. Et espèces disparues ou espèces encore existantes, voilà la phylogénie des mammifères, avec l'ornithorynque ici, les marsupiaux, kangourous, etc. Et puis des mammifères plus connus. Le plus vieux mammifère connu apparaissant donc ici à l'époque où on avait encore des dinosaures, et lors de la chute de ce météorite, toute une niche va être libérée par les dinosaures, et ces petits rongeurs qui étaient les mammifères vont se développer et progressivement donner les mammifères que l'on connaît. Aujourd'hui, la théorie de Darwin a été assortie de la génétique, et on peut vérifier, si vous voulez, la justesse des hypothèses grâce à ce qu'on appelle la phylogénie moléculaire. Donc on peut, sur base d'hypothèses d'existence de mutations, et ça, Darwin ne l'avait pas, il ne connaissait pas l'origine de la diversité du vivant. Maintenant, on sait que c'est en grande partie lié
à l'existence de mutations dans le code génétique, eh bien, en faisant toute une série d'hypothèses sur le taux de mutation, on peut reproduire les arbres phylogénétiques du vivant et les comparer aux vieux arbres phylogénétiques qu'on trouvait chez les naturalistes du 19e et début du 20e siècle. Et en partie, on reproduit les arbres existants dans les muséums d'histoire naturelle, mais on découvre aussi des choses étonnantes. On doit aussi réviser notre classification des animaux. Aujourd'hui, on sait par exemple que les oiseaux sont extrêmement proches des dinosaures, donc les oiseaux sont probablement les derniers descendants des dinosaures, et certains animaux que l'on croyait très, très éloignés, comme la baleine ou l'hippopotame, sont en réalité extrêmement proches, et la phylogénie moléculaire le montre. Donc aujourd'hui, pourrait-on dire, la science de Darwin, couplée à la génétique, à la biochimie, à l'étude des mutations du code génétique, eh bien, donne un tout extrêmement cohérent, extrêmement intelligible, qui donne une unité exceptionnelle au vivant. Le vivant est un, d'une certaine manière, depuis la fleur jusqu'au brin d'herbe, en passant par les dinosaures et l'ornithorynque et l'homme, c'est la même machinerie, si vous voulez, code génétique, ADN, production de protéines, de tissus. La mécanique ADN, ARN, protéines est une mécanique qui est commune à tout le vivant. Merveille d'unité, si vous voulez, et donc merveille d'intelligibilité pour le scientifique. Alors, on pourrait dire que la théorie de Darwin rend compte des arbres phylogénétiques, aujourd'hui, de la diversité des espèces passées, présentes, mais il ne faudrait pas croire, et c'est là où, d'une certaine manière, certains créationnistes ont tort, il ne faudrait pas croire que la théorie de l'évolution est une théorie servant uniquement à reproduire les arbres que l'on trouve dans les musées ou la classification que l'on trouve dans les jardins zoologiques. Non, la théorie de l'évolution est aujourd'hui une branche extrêmement importante pour la pratique médicale. Aujourd'hui, on sait que les hôpitaux peuvent être des lieux extrêmement dangereux. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux étant tellement propres, utilisant tellement de désinfectants, les hôpitaux créent des milieux qui finalement éliminent des populations bactériennes qui sont fragiles, mais sélectionnent des germes qui sont extrêmement résistants. Regardez aussi pourquoi en Afrique, l'utilisation intempestive d'un grand nombre de désinfectants à large spectre ont sélectionné toute une série de parasites extrêmement résistants. Eh bien, la théorie de l'évolution permet de comprendre pourquoi ce phénomène de résistance apparaît. Par exemple, les bactéries peuvent, en quelques années, remplacer la moitié de leur code génétique pour s'adapter à une situation de stress. Alors, entre le chimpanzé et moi, nous verrons ce que ça veut dire tout à l'heure, entre le chimpanzé et moi, d'un point de vue des gènes codants, des gènes qui codent pour les protéines, il n'y a que 1% de différence, 1% et demi. Bien, donc je ne suis pas un chimpanzé, je vous rassure tout de suite, mais mon génome codant se distingue du chimpanzé par seulement 1%. Imaginez maintenant que les bactéries changent la moitié de leur patrimoine génétique sur 3-4 ans. Si vous changez la moitié de mon patrimoine génétique, imaginez quel genre d'animal je serais. Peut-être avec des ailes de libellule, une trompe d'éléphant, etc. La moitié du patrimoine génétique, c'est exceptionnel. Eh bien, les bactéries font ça et s'adaptent extrêmement rapidement à des situations très délicates. Donc ça veut dire que la théorie de l'évolution, ce n'est pas simplement, si vous voulez, une hypothèse qui permettrait de coller plus ou moins bien à des données anciennes ou actuelles, mais sans grand impact sur la biologie ou la médecine concrète. Eh bien, c'est faux. Beaucoup de choses dans la médecine actuelle, dans la compréhension non seulement de ce genre des pathologies résistantes, mais aussi dans la compréhension des structures physiologiques, ne pourraient pas se faire si nous n'avions cette compréhension, cette intelligibilité qui nous vient du schéma darwinien. Bien, mais bien entendu, après avoir fait d'une certaine manière l'apologie scientifique du principe d'explication darwinien, ce que je fais par honnêteté intellectuelle, car d'une certaine manière, s'il n'y a
entre la raison et la foi aucune dissension possible, il n'y a pas de raison de s'alarmer d'une vérité honnêtement acquise au bout de longues années par les scientifiques. Mais une chose est faire de la science, autre chose est de lire la science avec toute une série de préjugés scientifiques. Épistémologiquement, il est très très important de bien distinguer le niveau de maîtrise des éléments empiriques avec un niveau où on lit, on interprète les données scientifiques pour leur conférer du sens. Et c'est bien cela qui m'amène à une question fondamentale. Oui, mais enfin, le darwinisme pose quand même des questions de type philosophique. Et est-ce que le darwinisme serait ultimement vrai dans tous ces détails, même au niveau scientifique? Est-ce que la difficulté que pose le darwinisme d'un point de vue philosophique ne viendrait pas quand même de quelque chose qui, scientifiquement, dans le darwinisme, est faux? Par exemple, peut-on rendre conciliable l'idée d'une finalité dans la création avec ce schéma darwinien? Eh bien, certains créationnistes américains ont prétendu que non, que le schéma darwinien devait quelque part, même au niveau scientifique, se révéler boiteux, faux, et cela expliquerait alors les dérives du darwinisme. Eh bien, pour répondre à cela, je voudrais dire ceci. Le darwinisme est une théorie scientifique. Il faudrait parler, comme le disait d'ailleurs Jean-Paul II en 1996, des théories de l'évolution, parce que depuis Darwin, la science a avancé. La théorie de l'évolution est une théorie qui a aussi évolué. Réduire le darwinisme à Darwin serait d'une certaine manière aussi embêtant que de réduire la physique simplement à Newton. Non, l'hypothèse darwinienne est une théorie extrêmement bien vérifiée, mais bien entendu, depuis Darwin, on a compris des tas de choses. Je parlais tout à l'heure on a compris la source de la variation des animaux et des plantes grâce aux mutations du patrimoine génétique de l'ADN. Mais on continue à discuter aujourd'hui pour savoir si cette variation d'espèces s'est faite graduellement ou bien s'est faite par saut brusque. Par exemple, je parlais de la faune précambréenne dans les schistes de Burgess. Probablement qu'il y a là une explosion assez brusque d'une multitude de vivants. Eh bien, ce saut brusque, ce n'est pas une évolution, probablement pas une évolution graduelle. C'est une évolution avec une série de sauts. Alors, est-ce qu'on a un mécanisme d'évolution par saut ou bien par accumulation progressive de petites différences? Eh bien, ça, c'est encore quelque chose qui est discuté, et la réponse est probablement une réponse complexe. De temps en temps, les mécanismes permettent des sauts brusques, et de temps en temps, une accumulation progressive. Gradualisme et saltationnisme, en fait, peuvent être compris dans une théorie plus vaste. De la même façon, on sait aujourd'hui que la sélection naturelle n'est pas nécessairement, et ça c'est très important à comprendre, la sélection naturelle n'est pas nécessairement un combat des forts qui élimine les faibles. C'est une idée qu'il faut chasser de son esprit. En réalité, on pourrait dire la sélection naturelle peut très bien se passer sans aucun conflit entre les animaux. Et pour le comprendre, imaginez par exemple qu'ici, dans la ville de Fribourg, vous ayez quelques familles qui portent, disons, des noms caractéristiques de cette ville. Dans chaque ville, on a souvent des noms caractéristiques de la ville. Alors, est-ce que ça veut dire, par exemple, si je prends en Belgique, il y a de fait pas mal de Lambert dans certaines villes. Mais est-ce à dire que les Lambert ont écrasé dans le passé tous ceux qui ne s'appelaient pas Lambert pour établir, si vous voulez, leur nom? Eh bien, pas du tout, pas du tout. Pourquoi? Mais ce qui se passe en général, c'est qu'une série de familles, dans certaines familles, 2-3 personnes se marient, et dans d'autres familles, 2 fils, par exemple, ne se sont pas mariés, sont entrés dans les ordres, n'ont pas eu de descendance, et progressivement, la famille dans laquelle on a eu des mariages ont des enfants, qui eux-mêmes ont des enfants, et progressivement, sans aucun conflit ni altercation entre les familles, un nom prend le dessus sur
un autre nom. Ça n'a rien à voir avec un conflit ou un écrasement d'efforts écrasement des faibles par le fort, mais simplement une sorte de dérive progressive des populations. Donc, on a compris aujourd'hui que les mécanismes de sélection naturelle n'étaient pas nécessairement uniques. On peut d'ailleurs très bien avoir des phénomènes de séparation graduelle d'espèces, comme les rhinocéros d'Afrique ou d'Inde, et que l'on peut représenter comme, vous voyez, ceci c'est un paysage dans lequel l'altitude désigne le degré d'adaptabilité à un milieu. Donc plus vous montez dans le paysage, sur les montagnes, plus votre degré d'adaptabilité est grand. Eh bien, on pourrait dire, si j'ai une population dans une vallée, il suffit qu'une partie de la population se fragmente pour une raison géographique. Pensons par exemple à ce qui s'est passé éventuellement dans le grand rift africain, avec une séparation de deux types de paysages pour une raison géologique. La population qui est dans la vallée va se séparer en deux, et une population va monter sur ce sommet, l'autre va monter sur l'autre sommet, c'est-à-dire chacun va acquérir va prendre des caractères de plus en plus adaptatifs, mais dans le fond, la population qui est là n'aura pas écrasé la population qui est là, et ces deux populations auront simplement monté des pics adaptatifs progressivement. De la même façon qu'on peut montrer aujourd'hui que la théorie de l'évolution fixe aussi des caractères qui ne sont pas du tout adaptatifs. Donc, ce que je veux dire par là, sans entrer trop dans les détails, c'est que le schéma aujourd'hui des théories de l'évolution est beaucoup plus complexe que du temps de Darwin. Évolution par adaptation, sélection, le principe reste toujours valable. Mais certaines mutations n'ont pas d'effet. Si vous voulez, beaucoup de mutations n'ont pas d'effet. Et donc, toute mutation ne conduit pas à l'émergence d'une nouvelle espèce. Ce que l'on a remarqué aussi, c'est qu'une seule explication de la diversification des espèces dans les schémas darwiniens ne suffit pas. Donc, la théorie de l'évolution évolue, mais le principe de base n'a pas été, disons, infirmé pour la cause. Alors, je voudrais aussi dire que la théorie de l'évolution s'est vue adjoindre très récemment ce qu'on appelle une nouvelle discipline qu'on appelle EVO, Evolution and Development, qui a remarqué que, de fait, pour avoir l'émergence de nouvelles espèces, il faut des modifications du patrimoine génétique. D'accord. Mais le génome, c'est un livre de recettes pour faire des protéines, si vous voulez. C'est un livre de recettes que nous avons dans nos cellules pour faire du matériau pour construire le vivant. Mais seulement, à partir du moment où vous avez produit les matériaux, vous n'avez pas encore la construction de l'individu. Or, pour comprendre la construction de l'individu, il faut autre chose qu'une compréhension de l'usine ou de la cuisine qui fait un menu, ou de l'usine qui fait des matériaux, si vous voulez. Eh bien, aujourd'hui, on sait que pour comprendre la diversité des espèces, il faut aussi comprendre les contraintes qui sont liées au développement embryonnaire. Toute modification du génome, si vous voulez, ne peut pas expliquer en soi l'émergence et la structure, la forme des individus complexes. Il y a aussi des contraintes qui viennent du fait que pour faire un individu, il faut se développer. Et se développer, ça veut dire produire progressivement, par exemple pour les mammifères, à partir d'un œuf fécondé, produire des structures à partir de divisions cellulaires, des cellules qui migrent, qui se déplacent dans l'espace. Et donc, pour comprendre cela, il faut comprendre le mouvement des cellules, les contraintes qu'il peut exister sur le mouvement des cellules. Alors, par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà demandé pourquoi, par exemple, Pégase n'existe pas. Ce serait quand même beaucoup plus amusant d'avoir ici un exemplaire de Pégase, le cheval ailé. Pourquoi on ne pourrait pas avoir une licorne? Ce serait quand même beau d'avoir une licorne, Pégase et un cheval. Alors vous allez me dire, mais c'est de l'ordre de la fantasmagorie, ce n'est pas une question pour biologistes. Eh bien si, aujourd'hui, dans le cadre de EVO-DIVO, on se pose ce genre de questions. Comment se fait-il que nous n'avons pas, par exemple, des chevaux avec 9 pattes? Des chevaux à 9 pattes avec 3 ailes. Pourquoi? Vous allez dire, mais c'est comme ça. Ah non, mais un scientifique ne peut jamais se dire, c'est comme ça. Il veut comprendre pourquoi. Eh bien, vous seriez très étonné
de grands groupes et de grands laboratoires aujourd'hui et des centres de calcul commencent à comprendre pourquoi on ne peut pas avoir un cheval à 7 pattes, pourquoi on ne peut pas avoir Pégase ou la licorne. C'est lié au fait que lorsque vous faites un développement d'un animal comme un mammifère, vous avez des migrations de cellules. Oui, si vous regardez le développement de l'embryon, vous avez des cellules qui migrent. Or, des cellules qui migrent, ça veut dire un courant. Imaginez que maintenant les cellules soient comme un fluide visqueux. Vous avez un écoulement de cellules à l'intérieur de l'embryon. Or, si vous connaissez, si vous avez l'habitude un peu de la mécanique des fluides, très vite vous voyez que quand vous tournez dans un fluide, vous ne pouvez pas avoir n'importe quelle configuration de tourbillon. Il y a des configurations, des tourbillons qui se forment facilement et des tourbillons qui se forment très difficilement. Or, la formation de tourbillons ou l'interdiction de formation de tourbillons conduit rapidement à la formation de certaines structures organiques quand l'organisme est beaucoup plus développé. Autrement dit, comprendre comment les cellules s'écoulent dans le processus d'embryogenèse, faire de l'hydrodynamique des fluides viscoélastiques, permet de répondre par modèle mathématique à la question de savoir pourquoi n'a-t-on pas certains animaux. Alors ça peut être très curieux. Il y a 50 ans, ou il y a même 100 ans, on n'aurait jamais imaginé que des mathématiciens répondent à une question, à la question de savoir pourquoi Pégase n'existe pas. Eh bien, aujourd'hui, grâce aux travaux de quelqu'un comme Vincent Fleury, on peut y répondre. Et c'est quelque chose qui m'a toujours fort frappé. Aujourd'hui, on peut expliquer de manière mathématique parfaite la classification de toutes les formes qui apparaissent sur les pelages des mammifères et sur les ailes des papillons. Donc, le phénomène d'apparition des taches sur les pelages des mammifères, par exemple, pourquoi y a-t-il 2 types de pelages chez le zèbre? Pourquoi trouve-t-on plusieurs types de taches sur les girafes? Pourquoi ce genre d'animal a ces taches-là et un autre ces taches-là? Eh bien, autrefois, on aurait dit, ça c'est une question pour naturalistes. Vous allez dans un musée, vous allez dans un jardin zoologique, vous observez cela, mais il n'y a pas... C'est une contingence pure. Eh bien non. Pourquoi? Parce que ces taches sont produites par la diffusion d'un pigment qui est responsable de la coloration. Eh bien, les mathématiciens connaissent les équations qui régissent la diffusion des pigments sur la surface qui est la peau des mammifères. Et les solutions des équations qui décrivent la diffusion de ces pigments, toutes les solutions correspondent à tous les pelages des mammifères, des serpents et des papillons. Il y a un laboratoire à Genève, à l'université de Genève, dirigé par le professeur Milinkovic, qui élève des milliers de serpents. Eh bien, on fait des mutations dans le génome des serpents. Ces mutations produisent plus ou moins de pigments à certains moments. On calcule la diffusion de ces matières sur la peau de serpent et on peut prédire quel type de formes vont apparaître sur les peaux de serpent. Alors ceci est très intéressant parce que ça veut dire que la génétique est une chose, mais les contraintes physiques à l'organisation des blocs du vivant, c'est autre chose. Vous voyez, la génétique est très importante, mais la génétique, c'est l'usine qui fabrique les matériaux. Après, il me faut un ingénieur qui m'explique comment, avec ces matériaux, et dans le milieu où je suis, je peux construire une structure organique. Et ça, ce n'est pas de la génétique, c'est de l'hydrodynamique des fluides visqueux, c'est l'étude des diffusions de pigments sur des surfaces, des équations en réaction-diffusion, etc. Donc, je voulais vous montrer ceci parce que Darcy Thompson, dont j'ai parlé, qui lui-même était fort influencé par Goethe étant l'inventeur du mot morphologie et de la discipline la morphologie comparée, eh bien Darcy Thompson s'était posé la question, existe-t-il quelque part dans la biologie une explication de l'émergence des pelages chez les mammifères? Eh bien aujourd'hui, si vous allez dans un musée, vous voyez les collections de papillons, eh bien pensez à cet exposé-ci et sachez que toutes les formes qui apparaissent sur les ailes de papillons sont en fait des solutions d'équations aux dérivées partielles non linéaires traitées par les ingénieurs et les informaticiens. Peut-être que ça ne vous donnera pas un contentement, mais pour des personnes comme moi, fascinées par la beauté des équations, ça me donne quand même quelque chose d'intéressant. Bien, deuxième chose. Donc, nous avons une théorie de l'évolution.
qui est celle de Darwin. Darwin n'a pas été détrôné, Darwin a été enrichi, complété, et il est normal qu'une théorie scientifique soit toujours une théorie ouverte, révisable. Une théorie scientifique qui se fermerait totalement à de nouveaux faits, à de nouveaux principes explicatifs, ne serait plus une théorie scientifique. Il ne faut pas confondre avancement d'une théorie scientifique et remise en question des principes fondamentaux. Bien. Mais reste la question, si vous voulez, reste la question épineuse. Oui, mais si le darwinisme est scientifiquement une théorie qui tient la route, comment se fait-il qu'elle a posé tellement de problèmes dans le domaine philosophique et théologique? Car de fait, on a souvent fait de Darwin un athée. Et comme le rappelait M. Semen, à juste titre, bon nombre de penseurs, encore aujourd'hui, estiment que Darwin serait comme la caution d'un agnosticisme ou d'un athéisme moderne. Certains penseurs, comme Dawkins, qui par ailleurs est un bon biologiste, a écrit un livre qui ne vaut pas grand-chose d'un point de vue philosophique, encore moins théologique, en prétendant que le darwinisme permet d'évacuer l'illusion de Dieu, God delusion. On évacue Dieu au nom d'une théorie scientifique. Comment se fait-il que cette théorie ait pu mener là, et Darwin était-il une sorte de militant de l'athéisme? Eh bien, je voudrais répondre à cette question qui est une question cruciale aujourd'hui. Et pour y répondre, il suffit d'aller voir chez Darwin lui-même ce que peu de gens, malheureusement, font. Eh bien, que voit-on chez Darwin? Eh bien, chez Darwin, on voit d'abord, effectivement, une formation initiale à la théologie naturelle, mais progressivement, Darwin va rejeter cette théologie naturelle. Pourquoi? Parce que dans le contexte de la théologie naturelle, attention, j'appelle théologie naturelle cette théologie naturelle particulière de William Paley, parce que toute théologie naturelle n'est pas de ce type-là. Mais dans le contexte de la théologie naturelle de Paley, une simple observation complète de la nature devait permettre de construire quasiment toutes les vérités théologiques. Et en particulier, de la simple observation des phénomènes de la nature, on aurait dû se rendre compte immédiatement de l'existence d'une finalité et d'un créateur avec telle et telle caractéristique. Et Darwin est persuadé de cela, que l'on peut passer de la science à la théologie, disons, d'un coup de réflexion, si vous voulez, et quand il monte sur le Beagle. Et d'ailleurs, on voit sur le Beagle Darwin comme un homme extrêmement pieux, comme extrêmement croyant. Et progressivement, Darwin, au fil de ses observations, se rend compte qu'on peut expliquer la diversité des espèces, pas directement par l'existence d'un projet, d'une finalité, mais par l'hypothèse de sélection naturelle par le milieu à partir de variants. Et ayant trouvé un principe explicatif à la diversité des espèces, progressivement, il ne voit plus l'intérêt de maintenir une théologie naturelle comme celle qu'il avait apprise chez Paley. Et dans le fond, il l'abandonne pour cette raison-là. Alors c'est quelque chose de très curieux. On pourrait dire d'une certaine manière qu'il abandonne progressivement la dimension théologique parce qu'au départ, il s'est basé sur une mauvaise théologie. Une théologie dont il croyait que, si vous voulez, qu'on pourrait la fonder directement et pratiquement entièrement sur des observations de type scientifique. Et dans le fond, on peut lui donner raison. Il abandonne, si vous voulez, un cadre théologique qui n'est pas correct. Et dans le fond, il espérait trouver des explications scientifiques à partir d'un cadre théologique extrêmement simple, et il voit qu'on peut trouver ces explications autrement. Il abandonne ce cadre théologique. Mais est-ce à dire que Darwin devient un athée? Pas du tout. Dans son autobiographie, il dit lui-même à la fin, et vous avez le texte ici, qu'il mérite d'être appelé finalement un théiste. Parce que l'idée d'un Dieu et d'un Dieu à la source de toute réalité ne lui est absolument pas étrangère. Donc Darwin hésite. Il renonce à la théologie de Paley, il renonce à l'Église anglicane, mais il ne renonce pas du tout à l'idée d'une croyance en un Dieu. Darwin n'a jamais été
entièrement un athée. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'il sera fort affecté par le décès de sa fille Anne. Il va réfléchir profondément sur cette situation, mais même cet événement qui l'a ébranlé ne le conduit pas du tout à l'athéisme. Il se dit plutôt agnostique. Oui, il se dit plutôt agnostique. Il est dans une position, et c'est une position qui est caractéristique de Darwin, où il ne trouve pas de solution, le problème est compliqué, et il préfère rester dans une position inconfortable d'ignorance, mais certainement pas d'opter pour un athéisme. Et autour de lui, bien entendu, de nombreuses voix s'élèvent pour le faire basculer du côté d'une militance dans l'athéisme. Toujours, Darwin refuse. Et d'ailleurs, quelque chose de tout à fait émouvant et de significatif, c'est que l'épouse de Darwin, Emma, était une personne extrêmement profonde, lisant tous les jours l'Écriture, et dès le début de leur mariage, et même pendant leur fiançailles, ils vont avoir des échanges extrêmement profonds sur la question de la foi. Eh bien, pendant toute sa vie, jamais Darwin n'a choisi une position qui aurait pu, ou une situation qui aurait pu blesser son épouse. Il avait un immense respect pour la foi de son épouse. Bien. Alors, si on accuse Darwin d'être un athée, eh bien, il faut aller simplement voir à la fin de l'origine des espèces ce qu'il dit. Et si vous regardez simplement ce petit passage de l'origine des espèces, vous voyez très bien que Darwin, à la fin de sa grande fresque où il introduit la théorie de la sélection naturelle, dit ceci: il y a quelque chose de grandiose dans cette conception de la vie, avec ses diverses forces originellement imprimées par le Créateur, dans peu de formes ou dans une forme isolée. Par le Créateur. Quelqu'un qui aurait été un athée militant, si vous voulez, quelqu'un qui aurait défendu une position radicalement anti-chrétienne, par exemple, ne se serait jamais permis de glisser ceci. Or, les références au Créateur, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas simplement une sorte d'allusion pour faire plaisir à certains théologiens de la société anglicane. Non, je crois que cette référence est caractéristique d'un Darwin qui, ayant abandonné un certain nombre, effectivement, de liens avec le christianisme, reste persuadé probablement que son explication n'est pas incompatible avec l'idée d'un créateur, et même, pourrait-on dire, et beaucoup d'auteurs chrétiens le citeront d'ailleurs à ce propos, eh bien, le fait d'avoir une unité du vivant, une unité qui vient du fait que le vivant s'enracine dans une source unique, si vous voulez, ce qu'on appellerait un ancêtre commun aujourd'hui, lui paraît comme beaucoup plus respectueux, si vous voulez, du Créateur. Un mécanisme beaucoup plus exceptionnellement beau, qui permet de donner de l'unité à toute la création et de relier l'humain en particulier à la vie et donc au cosmos. Donc Darwin n'est certainement pas un militant athée, et lorsqu'on essayera de faire cela, toujours il protestera et il dira non, je suis un scientifique, un naturaliste, je ne suis ni un philosophe ni un théologien. Maintenant, c'est vrai que le darwinisme a dérapé dans certaines formes d'eugénisme. Alors, Darwin serait-il le père de l'eugénisme? Et de fait, certains créationnistes aujourd'hui le prétendent. Dans le célèbre Atlas de la création du créationniste turc Harun Aya, eh bien, on prétend que Darwin serait à l'origine des barbaries nazies, staliniennes, etc., de toute la violence politique qu'on pourrait trouver au XXe siècle. Peut-on dire cela? Eh bien, la réponse doit être nuancée. C'est vrai que vous pourriez lire certains passages de Darwin comme des passages allant dans le sens de l'eugénisme, c'est-à-dire allant dans le sens d'une sélection de certains humains doués de certaines caractéristiques. Mais encore une fois, Darwin est très nuancé. Et c'est dans les conclusions de Darwin qu'il faut aller voir peut-être la pointe de sa pensée. Et que trouve-t-on à la fin de The Descent of Man, la filiation humaine, un livre qu'il a écrit plus de 10 ans après l'origine des espèces,
Et c'est très très intéressant. Dans l'origine des espèces, Darwin se refuse de traiter de l'homme. Et il va attendre 10 ans avant de publier son idée sur l'origine de l'homme. C'est très caractéristique. Malheureusement, cette attente va permettre à toute une série de penseurs de se baser sur l'origine des espèces et d'en tirer des extrapolations pour l'humain. Et maintenant, les historiens ont bien montré que pendant cette période qui sépare l'apparition de l'origine des espèces et la filiation humaine, des tas de disciples de Darwin vont construire des doctrines de sélection naturelle et d'évolution concernant l'homme et allant dans le sens eugéniste, alors que Darwin n'a rien dit de l'homme dans l'origine des espèces. Et c'est le malheur, si vous voulez, de Darwin. Pendant ces 10 ans, des propagandistes, si vous voulez, des disciples de Darwin, entre autres, on pourrait citer Thomas Huxley, etc., vont développer des théories allant dans le sens de l'eugénisme. Et il me plaît de vous citer ici la conclusion de The Descent of Man, pour montrer que, dans le fond, Darwin va insister sur un point essentiel. Oui, l'homme est bien le sommet d'un processus de sélection naturelle. Mais que se passe-t-il au bout de ce processus ? Eh bien, Darwin nous apprend, et ça a été mis en évidence, par exemple, par Patrick Thor, qui par ailleurs est un athée, mais un grand spécialiste de Darwin, un traducteur en français de Darwin. Patrick Thor a bien montré que, pour Darwin, la sélection naturelle sélectionne un organisme complexe capable de s'opposer à la sélection naturelle. La sélection naturelle a, dit Patrick Thor, un effet réversif. La sélection sélectionne un organisme qui est capable de s'opposer à la sélection naturelle, à tel point que la sélection naturelle n'a pratiquement plus aucune prise sur l'homme. Ça, c'est la doctrine de Darwin à propos de l'homme. Effet réversif. Et que dit Darwin ? Darwin serait-il le père de l'eugénisme ? Non. Il dit ceci, nous ne saurions réfréner notre sympathie envers les faibles et les malades, et il dit même, nous ne pourrions pas cesser de construire des asiles pour des personnes handicapées mentales, des hôpitaux, des maisons pour les gens pauvres. Nous ne pourrions pas réfréner notre sympathie pour l'humain sans porter une atteinte dégradante à la partie la plus noble de notre nature. La partie la plus noble de notre nature humaine, pour Darwin, c'est donc bien de mettre un frein à la sélection naturelle et de protéger ceux que la sélection naturelle aurait éliminés. Et Patrick Thor dit ceci, et c'est un très bel exemple pour vous et pour moi, car Patrick Thor ne peut absolument pas être... on ne peut certainement pas lui reprocher d'essayer de tirer Darwin du côté du camp chrétien, puisque c'est un des plus grands opposants en France au christianisme. Et Patrick Thor dit ceci, l'eugénisme de Galton, cousin de Darwin, l'eugénisme de Galton demeure dans un champ de rationalité gouverné par la considération de l'avantage seulement biologique, alors que pour Darwin, Darwin dépasse ce champ pour occuper davantage celui de l'avantage social, fondé sur la sympathie et impliquant la solidarité, le secours et l'assistance aux faibles. Et de fait, lisez la conclusion de Descent of Man, et vous avez de fait l'idée que Darwin défend bien sûr une continuité de l'homme dans le processus, par exemple matériel de l'évolution naturelle, mais au bout de la chaîne, vous avez un être qui est capable de renverser ce processus de sélection, y compris ces processus de violence, pour entrer dans un processus extrêmement respectueux de l'humain. L'homme, Darwin, n'est certainement pas donc le père de l'eugénisme. Et je voudrais poser alors une quatrième question. Après les questions posées sur l'athéisme de Darwin, sur la validité de la théorie darwinienne, posons la question, la théorie de l'évolution conduirait-elle à réduire l'homme à un animal ? Parce que si de fait la sélection sélectionne un être qui est d'une certaine manière en pleine continuité avec l'animal, l'homme serait-il un animal pour Darwin ? Réponse, non. Pourquoi ? Parce que chez Darwin, l'homme ne descend pas du singe, mais le corps de l'homme est sélectionné et progressivement se rattache à un ancêtre commun
avec le singe, et l'homme n'est pas non plus, d'une certaine manière, pour la théorie de l'évolution actuelle, un singe évolué. Pourquoi ? Eh bien, je disais tout à l'heure, de fait, si vous analysez mon génome, vous voyez qu'entre mon génome et celui d'un chimpanzé, il n'y a qu'1% de différence. Alors, 1% de différence, ça a l'air, et c'est utilisé souvent pour dire, mais donc vous voyez, l'homme n'est qu'un animal et n'est qu'un singe. Eh bien non, parce que nous avons 3 milliards de paires de bases dans le code génétique, et si vous faites le calcul, 1% des 3 milliards de paires de bases, ça fait quand même pas mal de différences entre le singe et nous, hein, donc ça fait 30 millions de différences. Alors, j'ai dit tout à l'heure, l'ADN, le code génétique, c'est un livre de recettes pour construire les matériaux de la vie, les protéines. Bon, pour faire la recette de la vie, il faut toutes ces paires de bases. Il faut les vingtaines de milliers de gènes. Eh bien, imaginez qu'un cuisinier fasse 30 millions d'erreurs dans sa recette. Vous pouvez imaginer le genre de plat que ça pourrait faire. 30 millions d'erreurs, si vous voulez, dans la recette pour construire les matériaux pour faire la vie, c'est quand même beaucoup. Alors quand on dit il n'y a qu'1% de différence, donc nous sommes un singe, non, parce que c'est énorme. Mais il y a un autre argument, c'est de dire ce que je viens de dire n'est finalement pas un bon argument. Parce que la différence entre les animaux ou entre les plantes ne se joue pas sur une différence entre les gènes codants pour des protéines. Bien souvent, les grandes différences viennent non pas des gènes, mais des processus de régulation des gènes. Donc, d'une certaine manière, dans le vivant, nous avons énormément de gènes communs, mais ce qui fait la différence souvent entre les espèces, c'est la manière de réguler les gènes. Donc pas les gènes codants pour des protéines, mais il y a d'autres zones dans le génome qui sont des zones qui régulent l'expression des gènes, c'est-à-dire qui les inhibent ou bien qui les activent. Eh bien, par exemple, si vous prenez le serpent n'a pas de pattes. Mais si vous disséquez un boa, vous vous apercevez qu'au bout du boa, il y a quelque chose qui ressemble comme à un bassin. Parce qu'autrefois, les serpents avaient des pattes. Les ancêtres du serpent, par exemple, Pachybrachys problematicus, que j'aime beaucoup, c'est un maillon entre certains lézards et le serpent. Les serpents ont perdu leurs pattes. Mais pourquoi ont-ils perdu leurs pattes ? Auraient-ils perdu dans leur génome de quoi faire des protéines pour faire les pattes ? Non. Non, ils ont tout ce qu'il faut pour faire des pattes. Ce qui est désactivé, c'est des réseaux de régulation des gènes. Autrement dit, il y a la recette, il y a, d'une certaine manière, tout ce qu'il faut pour faire les pâtes, seulement, il y a des portes qui sont fermées pour interdire à certains cuisiniers de venir faire la recette. Il y a des portes qui sont fermées et la recette ne peut pas être traduite en bon plat, si vous voulez. Et aujourd'hui, sachant cela, on peut artificiellement mimer une nouvelle régulation des gènes chez le serpent et on peut faire revenir les pattes au serpent et les dents aux poules. On dit souvent, quand les poules auront des dents, mais elles en ont. Les ancêtres des poules, les poules, ce sont des oiseaux. L'ancêtre de l'oiseau, c'est le dinosaure. Et vous connaissez tous l'Archéoptérix. Bien, l'Archéoptérix avait des dents. Les poules n'ont plus de dents. Mais elles ont les capacités, si vous voulez, elles ont quelque chose en elles qui permettrait de le refaire, et on peut restimuler le développement de bourgeons dentaires chez le poulet, par exemple. Donc, d'une certaine manière, les gènes, ce sont les informations pour construire les matériaux. Mais, en fait, ça n'est pas essentiel directement à l'explication de la diversité du vivant. Souvent, ce sont des réseaux de régulation qui sont beaucoup plus importants. Et donc, pourrait-on dire, la différence entre le singe et moi, si on veut établir une sorte de similitude en disant « Regardez comme ils se ressemblent, ils n'ont qu'1% de différence génomique, ils sont donc les mêmes », c'est complètement faux d'un point de vue scientifique. Ça ne tient pas la route. Et ça ne tient d'autant moins la route, si vous voulez, que ces principes de régulation du gène font que
progressivement, chez l'homme, il y a des mécanismes qui font de l'homme ce qu'on appelle un être néoténique. Enfin, si vous voyez un petit chimpanzé et un petit homme, tout au début, ils se ressemblent. Et progressivement, avec le développement, on voit très vite le trou occipital qui remonte chez le chimpanzé qui marchait facilement sur deux pattes, va se courber, va marcher à quatre pattes, le front va s'affaisser et le chimpanzé ne ressemble plus à la structure humaine. Que s'est-il passé ? En fait, chez le chimpanzé s'activent différents gènes du développement qui lui font suivre un programme que l'homme ne suit pas. L'homme, d'une certaine manière, reste, on pourrait dire entre guillemets, une sorte de jeune chimpanzé. Mais en se développant, le fait que le trou occipital ne remonte pas, etc., permet le développement du cerveau, permet l'accroissement du volume cérébral et permet d'avoir un être qui n'est pas du tout un singe. Bien au contraire, les capacités cérébrales de l'être humain et sa complexité sont extrêmement développées et on a un être qui, à la naissance, est extrêmement complexe mais extrêmement démuni. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, ce qui, d'une certaine manière, est une des différences fondamentales entre l'homme et le singe, entre l'homme et l'animal, c'est que probablement l'homme est un sommet de complexité, mais en même temps un sommet de vulnérabilité. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui, pour la réflexion philosophique, est très importante. Quand le petit homme vient au monde, il ne peut pratiquement rien faire. Laissez un enfant comme ça, ne lui parlez pas, bandez-lui les yeux, eh bien, il ne pourra pas parler, il ne pourra pas voir, etc. Le petit homme laissé à l'abandon ne peut pas survivre, alors que beaucoup d'espèces animales, dès qu'elles sont venues à l'existence, peuvent se débrouiller. Il n'y a rien de plus vulnérable que l'être humain. Or, ça, c'est quelque chose qui n'a pas été souligné suffisamment. Jusqu'au moment où, d'une certaine manière, des paléontologues, et par exemple, je citerai ici Yves Coppens, ont fait remarquer que si la différence, le seuil d'hominisation, se voit assez difficilement sur base de critères comme l'existence d'outils, par exemple, parce que de fait, certains animaux ont des outils. Vous avez des chimpanzés qui prennent des tubes de bambou, qui les nettoient et qui vont les utiliser pour extraire le lait dans la noix de coco. Vous avez des oiseaux qui utilisent des cailloux pour casser des fruits, etc. Vous avez même des ébauches de la gastronomie chez les chimpanzés, puisque certains singes du Japon ne supportent pas manger des pommes de terre sans les avoir préalablement salées en les trempant dans l'eau de mer, etc., etc. Beaucoup de caractéristiques de ce type-là ne sont pas des caractéristiques tranchées pour discriminer le seuil de l'hominisation. Par contre, il y a une caractéristique extrêmement intéressante, relevée entre autres dans un colloque au Collège de France par Yves Coppens, c'est que chez l'homme, l'apparition ou l'émergence de l'humain se voit dans la prise en compte et en charge du vulnérable. Dans beaucoup de tribus de chasseurs-cueilleurs de la préhistoire, quand on voit émerger, si vous voulez, l'humanité, on voit immédiatement des signes de la prise en compte des êtres vulnérables. Et il ne s'agit pas d'un cas particulier, d'un squelette parmi d'autres. Non, on a retrouvé dans ces tribus de chasseurs-cueilleurs des squelettes, et beaucoup de squelettes, dont on peut montrer qu'ils étaient incapables, physiologiquement, soit de se nourrir tout seuls, soit de marcher. L'étude des squelettes montre qu'il était impossible à ce genre de personnes de marcher. Or, c'était des tribus qui se déplaçaient et ils ont été enterrés avec respect. Ça veut dire que pendant toute leur vie, ils ont été pris en charge dans la structure sociale alors qu'ils étaient d'une certaine manière un fardeau. Eh bien, Xavier Le Pichon, le célèbre géophysicien du Collège de France, et Yves Coppens ont proposé l'hypothèse suivante. L'émergence de l'humain, le seuil d'hominisation, se voit éminemment à la prise en charge du fragile. Or, ça rejoindrait ici l'idée que Darwin développait. La partie la plus noble de l'homme, c'est probablement pas de pouvoir faire des mathématiques, des sciences naturelles, etc. Non, la partie la plus noble de l'homme, c'est justement de protéger ce que la sélection naturelle aurait évacué, de protéger celui qui est faible, celui qui est pauvre, celui qui est démuni, celui qui ne peut pas marcher, celui qui ne peut pas manger.
Et ça, c'est extraordinaire, si vous voulez. Et on pourrait dire que la vulnérabilité extrême de l'homme est une condition de son humanisation. Parce que si l'humain était robuste, oui, ça voudrait dire que dès la naissance, l'humain aurait toutes les caractéristiques pour pouvoir se débrouiller. Ça veut dire que tout serait codé dans son cerveau. Mais si tout est codé, que peut-il recevoir? Si tout est codé, que peut-il apprendre? L'origine de l'apprentissage, de la culture, vient du fait que l'être humain est radicalement un sommet de vulnérabilité. Et ceci induit immédiatement la structuration sociale. Parce que si l'être, le petit de l'homme, est démuni à la naissance, il faut nécessairement des gens autour de lui pour s'en occuper. Une structuration sociale, une culture, une pratique, si vous voulez, d'assistance à celui qui est démuni, se développe. La vulnérabilité, la prise en compte de la vulnérabilité sont des caractéristiques essentielles. N'est-ce pas cela que déjà Darwin soupçonnait et qu'il nous faudrait reprendre dans une aperception, si vous voulez, de la vie aujourd'hui? L'homme, sommet de complexité, mais aussi sommet de vulnérabilité. Bien, question par laquelle je vais terminer. On a aussi reproché à l'Église, dans le contexte darwinien, d'avoir condamné, entre guillemets, le darwinisme. J'ai essayé de montrer que le darwinisme est une théorie scientifique. Elle a été de fait exploitée par toute une série de personnes à des fins d'athéisme militant, mais rien dans la théorie de Darwin n'autorise une seule lecture matérialiste et athée de la théorie. On peut très bien lire, comme je viens de le faire d'ailleurs, une lecture qui valorise la question de la vulnérabilité et qui conduit à autre chose que simplement une lecture simplement matérialiste et réductrice de l'homme à l'animal. Mais bien entendu, on a soupçonné Darwin et le darwinisme d'être, pourrait-on dire, le rempart de l'athéisme ou de l'agnosticisme. Et certains en ont déduit que le darwinisme était donc un danger pour l'Église, et certains ont cru et disent encore que l'Église aurait condamné Darwin et le darwinisme scientifique. Qu'en est-il? Eh bien, les recherches historiques aujourd'hui montrent encore une fois qu'il n'en est rien. Il faut retourner aux sources pour clarifier le problème. Et des études ont été faites sur la fin du XIXe siècle et certaines études ont été menées pour le début du XXe siècle et ont montré, grâce à une étude minutieuse des archives de la Congrégation de l'Index, du Saint-Office et un certain nombre de documents au Vatican, ont montré clairement que l'Église n'a jamais condamné Darwin, que Darwin ne s'est jamais retrouvé à l'Index. Mais alors, quelle est l'origine de cette rumeur? Alors, ce livre est extrêmement intéressant. Il est d'ailleurs écrit par Glick, qui est un professeur d'université, un juif, professeur d'université aux États-Unis, et deux prêtres qui ont scruté minutieusement les documents et ils ont réussi à montrer la chose suivante. Pour ce qui est du XIXe siècle, énormément de penseurs de très haut calibre dans l'Église catholique ont appréhendé le darwinisme d'un point de vue positif. Et par exemple, une des premières études extrêmement intéressantes est celle du père Dalmas Leroy, qui était d'ailleurs un compagnon de Lacordaire. Et Dalmas Leroy a écrit un beau livre sur l'évolution des espèces restreinte aux espèces organiques. Le frère Dalmas Leroy ne touche pas à la question de l'homme. Et dans le fond, ce que ce frère prêcheur fait, c'est de montrer que, dans le fond, le transformisme est quelque chose qui peut très bien coller à une position traditionnelle dans l'Église, par exemple, en faisant référence aux raisons séminales, par exemple, de saint Augustin. Saint Augustin envisageant que, à la création, dès le départ, des choses sont placées comme des semences qui déploient alors toute leur potentialité. L'idée du transformisme, dit le roi, n'est pas incompatible avec une pensée traditionnelle dans l'Église catholique. Eh bien, le roi, si on en croit une
une littérature dans le XIXe siècle, aurait été mise à l'index. L'Église aurait condamné le darwinisme en condamnant le roi, etc. La situation est beaucoup plus complexe. En réalité, pour le frère d'Almas le Roi, comme pour Monseigneur Bonomelli, qui est un évêque de Crémone, comme Monseigneur Hedley, un bénédictin évêque en Angleterre, ou comme le père Zam, qui, il y a juste 100 ans, prononçait ici, à Fribourg, à la Conférence internationale des scientifiques catholiques, un discours sur le darwinisme, précisément, dans lequel il montrait, à l'instar du Père Leroy, que le darwinisme, le transformisme à la base du darwinisme, n'est pas opposé à la doctrine traditionnelle de l'Église. Eh bien, pour tous ces personnages, la situation, l'examen des archives, montre que l'Église n'a absolument pas, si vous voulez, ça n'a pas conduit l'Église à mettre Darwin à l'index. Que s'est-il passé? Bon nombre de personnes ont essayé, de fait, de faire condamner Darwin et les darwiniens. Mais l'examen minutieux des rapports faits par les consulteurs de la Congrégation de l'Index et du Saint-Office par la suite montre que les consulteurs n'ont jamais pu se mettre d'accord sur le caractère embêtant du transformisme darwinien. Et en fin de compte, jamais le pape, qui devait prendre une position par rapport au rapport venant de la Congrégation de l'Index ou du Saint-Office, jamais un pape n'a voulu prendre, si vous voulez, une mesure contre ce qui leur apparaissait comme d'abord une théorie scientifique. L'Église n'a pas condamné officiellement le darwinisme car il s'agissait d'une théorie scientifique et bon nombre d'arguments qui ressortent des minutes, si vous voulez, des discussions concernent le fait que l'Église ne pouvait pas prendre le risque de faire une nouvelle affaire Galilée. Alors, toutes ces personnes ont été soupçonnées d'avoir été condamnées, mais on peut montrer aujourd'hui que dans chacun des cas, il s'agit d'une confusion. Par exemple, Bonomelli a bien été réprimandé par l'autorité romaine, mais c'est parce que Bonomelli avait des idées en avance sur son temps sur la séparation de l'Église et de l'État et de la place de l'Église dans la nouvelle configuration italienne. Hedley n'a pas été condamné du tout. Zam a reçu des réprimandes de Rome, mais il s'agissait d'un problème lié à l'américanisme, cette version américaine de la crise du modernisme, mais qui n'a rien à voir avec la théorie de l'évolution. Et Saint George Mivart, qui était un biologiste converti au catholicisme, a de fait été condamné, mais ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il a été condamné pour une thèse complètement loufoque sur le bonheur dans l'enfer. Et ça n'a rien à voir avec l'évolution ou la théorie darwinienne. Mais attention, le problème de notre époque est une perte de confiance dans la raison et une perte de rigueur au niveau de l'analyse des documents. Alors, on a des facilités à dire « ils ont tous été condamnés ». Mais ils ont tous reçu des réprimandes. Mais quand on réfléchit bien, tout cela, pas le frère d'Almas le Roi, mais tous les autres, de fait, ont eu des problèmes avec Rome, mais ça n'a rien à voir avec la théorie de l'évolution. Le père d'Almas le Roi a écrit une rétractation, mais non pas, si vous voulez, ce qu'on lui a dit, c'est vous êtes, de fait, votre livre présente un problème, nous allons officieusement dire que votre livre est à l'index, mais jamais la condamnation ne sera publiée. Ça veut dire que personne n'a jamais pu savoir que le livre était de fait condamné, et on lui a demandé, effectivement, et ça a été dur pour lui, d'écrire une lettre de rétractation dans Le Monde, et en religieux tout à fait obéissant, il l'a fait, mais dans le fond, la condamnation n'est jamais apparue, et son livre n'a jamais été, de fait, explicitement dans la liste de l'index. Alors c'était quelque chose de très intéressant de voir que toutes ces personnes n'ont pas fait l'objet d'une sanction radicale de la part, si vous voulez, de l'Église. Beaucoup auraient voulu, et certains journalistes de la Civiltà Cattolica s'évertuaient à demander des condamnations. Jamais aucun pape, entre Pie XI, par exemple, pour ce qui est du XXe siècle, et la période moderne, donc jusqu'à notre pape actuel, jamais l'Église n'a pris une mesure condamnant la théorie scientifique de l'évolution. Un autre exemple est celui du chanoine Henri de Dorlodo, un proche de Pierre Théard de Chardin et de l'abbé Breuil, qui avait écrit à Louvain, au début du XXe siècle, un livre qui ressemble à celui du père d'Almas le Roi, Le darwinisme au point de vue de l'orthodoxie catholique. Ce livre est paru,
Et on a soupçonné de nouveau l'Église d'avoir condamné le chanoine de Dorlodo. Mais le chanoine de Dorlodo, en fait, était un excellent théologien. Il avait fait ses études à la Grégorienne et son livre est paru avec l'imprimatur du recteur de Louvain et avec l'approbation du cardinal à l'époque, qui était le cardinal Mercier. Bien sûr, un certain nombre de personnes ont voulu le faire condamner. Pie XI est intervenu personnellement pour refuser la condamnation. Ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant, si vous voulez. L'histoire montre qu'il y a eu de fait des débats, et c'était normal. C'était normal quand on voyait les dérives que pouvait entraîner un certain type de darwinisme non darwinien, si on peut dire. Il y avait des risques, mais jamais, jamais, l'Église n'a voulu prendre le risque de faire une nouvelle affaire Galilée. Et dans le fond, le pape qui a pris position dans le cas Henri de Dorlodo, a été de dire, c'est une théorie scientifique, nous avons à respecter la théorie scientifique. Et c'est le même Pie XI qui, en 1936, créera l'Académie pontificale des sciences, une académie qui peut être considérée aujourd'hui comme la meilleure académie du monde, puisque la plupart des prix Nobel s'y retrouvent, une académie autonome par rapport à l'Église catholique, mais dont le centre se trouve à l'ombre de Saint-Pierre, dans les jardins du Vatican. Pie XI allant jusqu'à dire « c'est mon Sénat scientifique à côté du Sénat cardinalis ». Et donc, Pie XI a jeté les bases d'un statut permettant une autonomie, montrant par là symboliquement le grand respect qu'il avait pour la science, dans la mesure, bien sûr, où la science ne se transforme pas en une idéologie philosophique cachée. Donc, aucun des grands évolutionnistes catholiques, si vous voulez, n'a été condamné. Et si, bien sûr, on a à juste titre appelé à une certaine vigilance par rapport aux œuvres de Théard, puisque de fait, il y a un certain nombre de problèmes, surtout pour le problème du mal, du péché originel, etc., jamais on ne trouve une condamnation explicite par un pape de l'œuvre de Théard de Chardin. Il y a juste un monitum du temps de Jean XXIII pour la question de Théard, mais il n'y a pas de condamnation de l'évolutionnisme dans le cadre de l'Église catholique. C'est donc, d'une certaine manière, un mythe. L'Église n'a pas condamné Darwin comme théorie scientifique. Mais elle a eu raison de se méfier des lectures réductionnistes de l'œuvre de Darwin, en particulier celle de Haeckel, qui, se prétendant être un disciple de Darwin, a transformé une théorie scientifique en une idéologie non respectueuse de l'être humain. Et cela, de fait, l'Église a eu raison de prendre position contre cette théorie. Et je voudrais terminer en citant le beau texte de Jean-Paul II à l'Académie pontificale des sciences en 1996. Il dit ceci: « Aujourd'hui, de nouvelles connaissances conduisent à reconnaître dans la théorie de l'évolution beaucoup plus qu'une hypothèse. » Vous voyez, c'est plus qu'une hypothèse. La convergence nullement recherchée ou provoquée des résultats des travaux menés indépendamment les uns des autres constitue par elle-même un argument significatif en faveur de cette théorie. À vrai dire, plus que de la théorie de l'évolution, il convient de parler des théories de l'évolution. Cette pluralité tient d'une part à la diversité des explications proposées, mais aussi aux diverses philosophies auxquelles on se réfère. Et Jean-Paul II montre très bien que dans la question de l'homme, reprenant la théorie développée dans Humanum Generis par Pie XII, s'il s'agit de l'évolution matérielle du corps de l'homme, la théorie de l'évolution est une théorie qui explique honnêtement les faits. Donc il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Par contre, toute autre chose est de croire qu'à partir d'une théorie scientifique, on pourrait faire sortir la transcendance de l'homme à partir du substrat simplement biochimique, génétique ou matériel. Et ça, bien entendu, le pape le refuse et maintient la thèse de l'animation immédiate. Mais ce qui est caractéristique, si vous voulez, c'est que dans la littérature actuelle, on continue à propager des idées fausses disant que l'Église aurait refusé la théorie de l'évolution. Il y a quelques jours, à Rome, un colloque a été organisé à l'université grégorienne, présidé par le cardinal Levada, conclu par le cardinal Cottier, dans lequel les plus grands spécialistes de l'évolution sont venus expliquer les derniers développements de cette théorie. Des lectures philosophiques ont été proposées et, de fait, on voit que des lectures autres que les lectures réductionnistes sont possibles. Et je voudrais terminer justement en évoquant une lecture possible. On voit que
la théorie de l'évolution nous introduit à une vision extraordinaire d'un vivant possédant une grande unité. Le vivant a une grande unité. Et le vivant n'est pas coupé de ses racines cosmologiques. Au contraire, la théorie de l'évolution nous montre qu'il y a une profonde unité entre le cosmos et la vie. La vie et le cosmos sont profondément unifiés et donc profondément intelligibles. Deuxième chose, nous avons vu qu'il y a une lecture possible de l'évolution dans le sens suivant. Il y a dans l'univers quelque chose qui permet localement la montée en complexité et la montée en direction d'un être de grande vulnérabilité, d'un être qui n'est pas comme les autres animaux et qui est capable, d'une certaine manière, de recevoir le don de la transcendance. Une lecture de la théorie de l'évolution peut alors être faite comme l'évolution est la trace, si vous voulez, d'une grande liberté laissée à la création. Dans la création, tout est là pour que se développe une montée en complexité. Mais Dieu n'est pas un ingénieur, un informaticien. Dieu n'est pas à représenter comme un ingénieur qui suivrait un plan et qui fabriquerait une sorte d'automate dont tous les traits seraient décrits à l'avance. Non, peut-être qu'il vaut mieux se représenter Dieu comme un père qui met dans sa création tout ce qu'il faut pour que ses enfants se développent progressivement dans une liberté. Dieu a bien un dessein intelligent, Dieu a bien un projet, mais la manière dont il gouverne le monde n'est pas à être vue à la manière d'un programme qui est déroulé comme dans une machine informatique, où Dieu n'est pas à se représenter comme un ingénieur qui bâtirait suivant un plan fixement établi qui ne laisserait plus aucune liberté à ses créatures. Il faut peut-être revenir à une lecture de l'évolution avec en arrière-fond l'idée d'une relation paternelle entre Dieu et la créature. La création est relation et est une relation paternelle. Dieu a bien un projet, a mis tout dans la création pour que l'homme puisse apparaître, mais l'homme n'est pas une espèce de missile téléguidé par un ingénieur. Et on pourrait dire que l'écriture peut nous y aider. À la fin du colloque de Rome, le frère Jean-Michel Maldamé, dominicain de Toulouse, faisait remarquer que le rapport de Dieu à sa création, c'est le rapport d'un esprit qui plane sur les eaux. Et le verbe planer évoque en hébreu le vol de l'oiseau qui est au-dessus de son nid, qui protège, qui ne presse pas sur les œufs pour ne pas les casser, mais qui leur donne la chaleur pour qu'ils puissent se développer et suscite alors l'envol. Ne faudrait-il pas voir dans cet esprit qui plane sur les eaux, disait Jean-Michel Maldamé, une image intéressante pour relire la théorie de l'évolution. L'évolution nous montre les traces d'un rapport un rapport paternel entre Dieu et sa création, qui n'est pas un rapport d'oppression, qui n'est pas un rapport calculatoire ou de téléguidage, mais qui est plutôt ce rapport de l'oiseau qui vole au-dessus de son nid, qui appelle à l'envol. L'évolution biologique serait comme les traces de cet appel à l'envol, d'une certaine manière, d'un Dieu qui a mis tout pour que l'homme émerge, pour que des créatures transcendantes puissent y trouver la place, mais un Dieu qui est patient, un Dieu qui respecte sa création. L'évolution biologique n'est-elle pas beaucoup plus compatible avec cette trace de liberté laissée par la relation paternelle et par cet esprit qui plane comme cet oiseau qui nous protège, mais qui en même temps ne détruit pas les œufs, mais qui convoque à un envol. L'évolution, c'est peut-être cela, et nous avons peut-être une responsabilité, nous, les scientifiques chrétiens et les philosophes chrétiens, à apprendre à relire l'évolution biologique autrement et à apprendre à nos étudiants ou aux gens de notre société que la lecture matérialiste, réductrice de l'humain
du darwinisme n'est absolument pas la seule lecture, elle n'est même pas celle de Darwin. Je vous remercie.